Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme promis, je continue la série sur les guidelines. Et donc, après avoir étudié les guidelines en ce qui concerne le développement des interfaces desktop, ainsi que des guidelines qui concernent la majorité des devices, donc on va se concentrer maintenant sur le cas particulier du web. Alors, pourquoi il est important d'étudier le web comme cas particulier? Pour la simple raison que le web est mis à la disposition de n'importe quel utilisateur. L'accès est complètement libre et par conséquent, il faut faire face à cette particularité d'une population qui peut avoir accès au web. Donc, on peut s'attendre à une population cible qui est très diversifiée. Alors, on peut, bien sûr, quelques statistiques confirment que 62%, par exemple, des acheteurs en ligne abandonnent, au moins une fois en cours de transaction, plus que la moitié. Ça veut dire qu'il y a un problème en termes des interfaces et de leur utilisabilité en ce qui concerne les applications et les sites web. On peut voir également que, en ce qui concerne les formulaires, par exemple, 40% d'incompréhension sur les sites, par exemple, d'offres d'emploi. Donc, il y a des statistiques qui confirment que le fait que le web est à accès libre, il y a des statistiques qui permettent de dire que un grand nombre de types d'utilisateurs peuvent abandonner ou avoir un problème dans l'utilisabilité de ces interfaces. Alors, un autre exemple, ou plutôt un exemple qui montre cet intérêt et cette importance, vous prenez le cas du site web de IBM, qui en 1998 a été revu de manière globale en appliquant les règles de l'interface homme-machine. Et vous pouvez voir qu'après cette refonte, ou avant plutôt cette refonte, l'ancien site, le bouton de recherche et d'aide étaient les deux boutons les plus utilisés. Donc, il y avait effectivement un problème d'accès à l'information sur ce site. Après la refonte, il y a eu d'autres statistiques qui confirment qu'il y a eu 120% d'accès de plus et 400% de commandes en plus sur le site d'IBM. Et donc, le fait d'avoir réorganisé, d'avoir revu le modèle ou pas le prototype, mais plutôt la charte de l'interface du site web d'IBM a eu un impact extrêmement positif. Alors, j'aimerais saisir l'occasion pour dire que on va voir lors d'un prochain chapitre comment faire une évaluation globale d'un site, mais il est important euh, de faire l'évaluation en termes d'interfaçage, mais pour nous, en tant qu'informaticiens, on peut faire également une étude statistique et essayer de dégager quelques principes en étudiant le log, le fichier log des accès à ce site. Et il permet de dégager un certain nombre d'informations, comme vous pouvez le voir ici, grâce au fichier log, euh, les, euh, les informaticiens d'IBM ont pu voir que certains boutons ont été les plus sollicités et par conséquent, il y a un problème à faire, à agir. Alors, lorsque nous désirons concevoir un site web, une application web, ce n'est pas juste le rôle de l'informaticien, mais d'une équipe. Alors, entre autres, je citerai, il faut qu'il y ait un responsable de l'utilisabilité du système, un responsable graphique qui va se charger de proposer euh, des, des composantes qui répondent à la population cible qui va utiliser en termes de couleurs, en termes d'icônes, etc. Un responsable du développement, bien sûr. Donc, entre autres, il s'agira d'un informaticien. Un responsable rédactionnel et un responsable, bien sûr, du marketing pour savoir comment le site va être diffusé. Alors, on peut en citer d'autres exemples de personnes très spécifiques, mais l'idée principale, c'est de dire que moi, en tant qu'informaticien, je ne suis pas le seul responsable ou je ne vais pas tout faire. Je ne suis pas l'homme à tout faire. Il faut que je me fasse
aidés par des personnes plus spécialistes dans certaines autres disciplines connexes à l'informatique. Alors, quelle est la démarche à suivre? Il faut d'abord faire un ciblage du site. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de 3 étapes principales. Cibler le site, définir les objectifs et le contenu du site, accoupler impérativement avec, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, un ciblage des utilisateurs visés. Quelle est votre population cible? Donc, on a donné plusieurs exemples dans les chapitres précédents pour montrer que c'est important de connaître ma population cible. Donc, c'est ce que je vous demande de faire d'ailleurs pour votre projet. Il faut définir la population cible et définir l'objectif et que va contenir ce site-là. Et ceci va se traduire par l'ensemble des tâches qu'il va y avoir sur que mon site devra implémenter. Alors, ensuite, on va définir la structuration du site, définir au fait l'organisation des différentes rubriques et les protocoles de navigation. Et je vais bien sûr vous montrer comment ce protocole de navigation, on va le mettre en place en fonction, encore une fois, des utilisateurs visés. Alors, lorsque je vous parle de prototype papier, le premier prototype papier, les premières pages vont justement montrer comment le site sera structuré indépendamment des différentes détails qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, l'organisation générale de Global View. D'accord? Donc, la vue générale du site. Ensuite, avant de passer, bien sûr, à l'implémentation finale, en tenant compte des recommandations ergonomiques ayant recours à des tests d'utilisabilité, comme on va le voir dans le chapitre suivant. Alors, les tests d'utilisabilité, alors en anglais, on dit usability. En français, il est traduit par, non pas usabilité, mais plutôt utilisabilité. Comment le site, jusqu'à quel degré est-ce que le site ou l'application va être utilisable par la population cible? Est-ce qu'il est facile d'utilisation ou non? Alors, bien sûr, nous avons dit à plusieurs reprises que ces tests peuvent avoir lieu tout au long de la conception, le plus tôt possible, bien sûr, avec des prototypes papier, et au fur et à mesure que le développement et la conception du système avancent. Alors, pour définir le contenu du site, pour faire votre ciblage, il faut définir le service et le public ciblé. Donc, quel est l'âge des personnes qui vont l'utiliser, quelle est leur catégorie professionnelle, quelle est leur expérience informatique et leur expérience d'utilisation des services Internet. Donc, c'est ce que je vous demande de faire pour votre projet en répondant à ces différentes questions ici posées. Alors, on peut faire une analyse des besoins en établissant ou en effectuant une interview auprès d'un échantillon représentatif de notre population. Donc, on peut poser des questions telles que celles que vous voyez ici. Ensuite, on va passer bien sûr au test d'utilisabilité et ça, on va le garder à une séance prochaine. Très bien. Alors, il y a un ensemble de compagnies, d'industriels reconnus sur le marché qui font une évaluation par un checklist ou par une checklist qui permet de répondre à des questions importantes. Donc, par exemple, ça peut être est-ce que l'objectif du site, est-ce qu'il est clairement perçu? Donc, lorsque je développe un premier prototype, un deuxième, etc., je me présente auprès des utilisateurs cibles et je leur pose ces différentes questions pour savoir est-ce que justement le site est utilisable ou non. Donc, parmi les questions que je peux poser, est-ce que l'objectif du site, est-ce qu'il est clairement perçu? Est-ce que le public cible, est-ce qu'il clairement, pardon, peut-il clairement s'identifier sur le site? C'est-à-dire que c'est moi, si je suis, par exemple, si un site est défini pour des personnes âgées, lorsque je m'authentifie, lorsque je rentre sur le site, est-ce que je me retrouve en tant que personne âgée sur ce site-là. Ou bien c'est un site, par exemple, qui est plein d'animations pour les enfants. Alors à ce moment-là, il va y avoir un décalage entre l'attendu et le perçu, etc. Donc, je vous laisse lire au fait les questions que l'on peut poser pour permettre de nous guider lorsqu'il va y avoir l'interview entre vous en tant qu'informaticien et un échantillon de la population cible. Alors, lorsque nous parlons de structuration, d'accord,
ceci représente un facteur essentiel de l'utilisabilité. C'est-à-dire, bien sûr, je ne vais pas avoir donc de l'écriture partout et du texte, mais il va y avoir les composantes essentielles, d'accord, de votre site. Donc, à titre d'exemple, si je prends celui-là, il est clair que je me retrouve avec un menu, avec une barre de recherche, avec un autre sous-menu ici. Ensuite, nous avons un menu qui est à ce moment-là vertical avec un contenu du texte. Je présume, étant donné que nous avons euh, ce titre-là qui est euh, en, en inverse vidéo, à ce moment-là, il s'agit exactement, comme vous pouvez voir, le feedback que nous avons, c'est que ici, après avoir cliqué, le overview est retrouvé ici. Et à ce moment-là, ça veut dire que le contenu que j'ai ici correspond à ce que j'ai cliqué ici. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte que nous avons une, deux, trois, quatre rubriques à peu près. Et donc, le site va consister à représenter, alimenter, populer ces différentes quatre rubriques avant de voir, bien sûr, le contenu de chaque rubrique. Et donc, la structuration, c'est ce que je vous demande de faire pour votre projet. Les prototypes papier nous servent justement à avoir cette vue générale de notre site dès le premier coup. Alors, on peut effectuer, ou bien ici, ce sont des définitions par rapport à la structuration. Donc, c'est l'architecture qui décrit l'ensemble de l'information, comment elle va être présente sur le site. Il sert à organiser cette information pour la rendre accessible le plus aisément possible. Bon, il y a différentes méthodes qui permettent. Je vous laisse lire tranquillement cette méthode-là qui s'appelle la méthode du tri par carte. Ce n'est pas forcément une méthode qui est très répandue, mais elle peut servir pour les gens qui ont besoin d'une méthode formelle. Bien sûr, on va nous utiliser des prototypes papier pour essayer d'améliorer au fur et à mesure. Alors, parmi les structurations possibles, comme je l'ai dit auparavant, il est extrêmement important de parler de ce que nous appelons la cinématique. Donc, la cinématique, lorsque je parle d'un site web, il va s'agir d'abord d'une page d'accueil qui va contenir du texte, etc. à lire, mais qui va contenir surtout des rubriques qui représentent des liens. Et chaque lien va me mener vers une autre page. Chacune de ces autres pages, à leur tour, va contenir un ou plusieurs liens qui vont eux-mêmes nous mener vers d'autres rubriques, soit au même niveau, soit vers des niveaux inférieurs, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons étudier dans cette cinématique-là? Alors, il est important de la mettre en place parce qu'on peut imaginer, dès lors que nous avons une cinématique ou un arbre qui est extrêmement grand, ça veut dire que le site n'est pas, probablement, il y a une grande probabilité à ce que le site ne soit pas bien structuré, d'une part. D'autre part, on peut étudier ce que nous appelons la navigation verticale. Alors, on peut imaginer que lorsque j'ai une cinématique qui est découlée avec une arborescence à, par exemple, 6, 7, 8 niveaux, il est clair qu'il va s'agir d'un grand problème parce que pour accéder à une information qui se trouve à des niveaux inférieurs, euh, à des niveaux inférieurs, elle sera difficile à accéder. Et donc, cela pose un problème. Alors, en général, nous conseillons à ce que les sites, la cinématique ne dépasse pas 3 à 4 niveaux sur le plan vertical. Alors, on va se poser la question, la navigation horizontale, à quoi est-ce qu'elle pourrait servir? Alors, si je prends par exemple ce niveau-là, d'accord, vous avez donc la navigation horizontale à partir sous la rubrique 1. À quoi est-ce qu'elle pourrait me servir? Eh bien, tout simplement, en supposant que toutes les rubriques sont importantes, bien sûr, je vais accéder à l'une de ces rubriques à partir de la rubrique 1. Une fois que je suis dans la sous-rubrique 1, pour accéder aux autres en n'ayant pas de la navigation horizontale, je serai obligé de remonter vers la rubrique 1 et de redescendre. Et donc, le fait des fois de trouver une navigation horizontale va me permettre de gagner du temps pour ne pas avoir à
être perdu dans le site si à chaque fois je dois remonter. Des fois, je peux me tromper et remonter 2 fois. D'accord? Et donc, je vais oublier où je me trouve. Alors, il est également important, lorsque je mets en place cette cinématique, de se poser la question suivante. Est-ce que, lorsque moi, en tant qu'utilisateur, je rentre sur un site, je me place complètement au milieu, à l'intérieur de cette arborescence-là, et je me pose la question, est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je sais où je me trouve? D'accord? Il est important, moi, en tant qu'informaticien, donc je change maintenant ma position et je dis je suis informaticien. Est-ce que j'ai mis l'information nécessaire à l'utilisateur se trouvant au milieu, n'importe où au milieu de cette arborescence, est-ce que je lui fournis l'information nécessaire pour savoir où il se trouve? D'accord? Et on va voir comment cela peut se décliner par de la programmation et comment, en termes d'IHM, on peut l'aider. Mais il est important à ce que je fournisse l'information à l'utilisateur euh, pour l'aider à savoir exactement où il se trouve à n'importe quel moment et de lui donner, bien sûr, la possibilité de naviguer soit horizontalement, soit verticalement. Des fois, non pas juste par une navigation verticale de -1 ou de +1, mais des fois même de -2 et voire même d'aller complètement à l'accueil. D'accord? Donc, avec lui donner le plus de flexibilité possible sans avoir, bien sûr, à alourdir ma page. Alors ici, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, on parle de navigation. Comme je viens de le dire, il faut minimiser la profondeur du site à 3 ou 4 niveaux, optimiser le nombre de sous-chemins par rubrique, ne pas avoir trop de sous-rubriques, un maximum de 8, et préférer bien sûr une arborescence en arbre plutôt qu'en graphe. Très bien. Alors, des sites marocains qui sont connus, comme vous pouvez le voir ici, la barre de navigation en clé permanent plus l'inverse de la couleur. Alors ici, vous voyez que l'accueil a été inversé contrairement aux autres. Cela permet d'informer l'utilisateur qu'il se trouve à la page d'accueil. Et à chaque fois que je clique et qu'il y a un inverse vidéo, j'informe l'utilisateur qu'il se trouve à cet endroit-là. Alors, par contre, lorsque je vais, par exemple, sur le site de l'ONCF, ça c'est une ancienne version, bien sûr, il a changé, mais juste pour étudier donc le concept que je suis en train d'expliquer, vous pouvez voir ici ce que nous appelons en fait le breadcrumb. Ce breadcrumb ou bien le cheminement, il vous permet de savoir que je me trouve d'abord sur la page qui s'appelle objet trouvé parce que j'ai changé la couleur, mais de savoir également que pour y accéder, je suis passé par la prévente et la prévente, je suis arrivé en me déplaçant vers la rubrique info pratique ou la page info pratique, ainsi de suite. D'accord? Alors, en général, il est de rigueur à ce que ce chemin-là, ces différentes pages, soient également des liens. Cela permet de remonter soit à -1, soit de remonter vers -2 en termes d'arborescence, et donc ça donne plus de flexibilité. Bien sûr, il est de rigueur à ce que la page courante ne soit pas un lien, sinon, en termes techniques, je vais permettre à l'utilisateur de recharger la page elle-même où je suis, ce qui est complètement inutile. D'accord? Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en général? On utilise soit le supérieur, soit on utilise la flèche, etc. Mais il est préférable d'utiliser le supérieur parce que ça permet de comprendre que objet trouvé se trouve à l'intérieur de après-vente qui se trouve à son tour à l'intérieur de information pratique. Alors, par contre, ici, vous voyez des contre-exemples par rapport au repérage d'utilisateur. Vous voyez que ici, c'est plein de couleurs. Alors, si vous voyez ici les couleurs, d'une partie à une autre, en termes d'IHM, il y a un avantage qui s'appelle le chunking, si vous voulez, le regroupement d'informations. Ça, c'est intéressant. Par contre, vous allez voir que lorsque je vais cliquer ici, il y a seulement celui-là qui est inverse vidéo, mais je perds au fait le coloring que j'avais auparavant. Et donc, il y a un avantage, mais par contre, je perds un certain inconvénient. Je perds donc un point important. Ici, vous voyez que
Alors, vous voyez que, bien sûr, trop de couleurs, etc., ne permettent pas d'aider à la personne de se retrouver pour savoir exactement à quel moment il faut essayer de deviner en utilisant les couleurs pour savoir où je me trouve. Et si vous vous rappelez, on avait dit lors du chapitre précédent que juste le fait d'utiliser les couleurs n'est pas toujours un facteur suffisant. Il faut aider l'utilisateur. Si j'avais un écran monochrome, tout ce que vous voyez ici n'aurait aucune valeur. Alors, lorsque je parle, par exemple, de la vision globale du site, vous pouvez voir ici, par exemple, que ça, c'est une ancienne version du site de l'EMI, et vous voyez que ce site-là était à revoir complètement en termes de navigation. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs menus, etc., et on ne sait pas exactement où on se trouve. Donc, c'est non seulement en termes de composantes du site, mais également en termes du repérage à l'intérieur du site, donc en termes de cinématique. Vous pouvez voir ici que lorsque je clique sur administration, il y a ces rubriques-là qui apparaissent, mais je ne vais le deviner qu'à partir au fait je ne vais le deviner qu'à partir de la couleur. Il n'y a même pas d'indentation, etc. Ici, vous pouvez voir encore une fois que lorsque je clique quelque part, lorsque je clique sur livre ou je clique sur musique, il n'y a rien qui le dit. D'accord? Et en plus, vous pouvez voir que le supérieur ici n'est pas bien placé. Il faut le placer complètement à droite. Alors, une des organisations qui pourrait être utilisable, c'est une organisation de ce genre-là, d'avoir donc le logo qui en général doit être non pas du texte, mais une image que vous pouvez confectionner vous-même pour éviter de montrer à l'utilisateur qu'il s'agit d'un texte à lire. C'est beaucoup plus un logo. Et en général, l'accueil actuellement en termes d'options du menu doit être enlevé et vous mettez seulement le logo comme étant une image qui est cliquable. Donc, même si vous êtes à l'intérieur et que vous naviguez et que vous avez besoin de revenir à la page d'accueil, vous allez voir le logo et vous trouvez qu'il est cliquable et vous revenez à la page d'accueil. Donc, vous avez une barre de navigation primaire ainsi qu'une barre de navigation secondaire. Alors, actuellement, ces différents utilitaires ne sont plus à cet endroit-là. Les standards nous disent qu'en général, nous trouvons ici la barre de recherche et nous trouvons ici également, éventuellement, les langues, c'est si notre site est appelé à avoir plusieurs langues. Également, alors ces utilitaires, actuellement, on les trouve au niveau du footer, dans lequel nous trouvons le sitemap ou le plan du site, les contacts, euh, éventuellement une aide, etc. Mais également, actuellement, nous retrouvons les réseaux sociaux. D'accord? Alors, lorsqu'il s'agit d'un site qui permet d'avoir un compte, en général, ceci est tout simplement indiqué actuellement avec une image montrant le corps, pas tout le corps, mais juste la tête et le torse d'une personne, le haut d'une personne. En cliquant, bien sûr, je peux avoir le profil, le compte, le customizing, etc. Alors, vous avez des contre-exemples de sites qui ne respectent pas les différents principes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, vous voyez le site de Sun, par exemple. Alors, ici, vous retrouvez certaines choses qui sont intéressantes. Donc, par exemple, la langue. Ici, c'est la barre de recherche, les menus principaux, les sous-menus, etc. Mais vous voyez ici euh, euh, l'un des sites où on a commencé à avoir des folders comme je viens de l'expliquer. Alors, ce slide est également important parce qu'il permet de voir le pourcentage que vous avez sur l'écran ici, sur cette image. Il permet. Alors, je vais commencer d'abord par ce cadre-là qui est complètement noir. Ça veut dire que lorsque nous avons un site devant nous, nos yeux vont directement vers l'endroit principal de notre écran. Par contre, seulement 10% des cas, nos yeux vont vers, par exemple, cet endroit-là qui est complètement en haut à droite. Par contre, notre œil peut à 83% aller vers ce cadre-là, d'accord, à gauche. Alors, vous allez me dire pourquoi à gauche? Parce que lorsque je suis sur un site
qui va avoir une écriture qui va de la gauche vers la droite, bien sûr, je vais beaucoup plus commencer par voir beaucoup plus la gauche que la droite. Si je suis dans une écriture qui va dans l'autre sens, donc je vais beaucoup plus donner tout le site va être inversé dans l'autre sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les choses qui sont importantes, telles que les menus et l'information que je vais vouloir donner à l'utilisateur, je vais la mettre là en plus des menus. Par contre, pourquoi actuellement est-ce que la barre de recherche, etc., est-ce qu'on la met ici? Alors, est-ce que de manière naturelle, lorsque je dis qu'il y a 10% ici, évidemment, je ne vais rien mettre. Tout à fait naturel et normal puisqu'il y a 10%. Par contre, lorsque j'habitue l'utilisateur à ce que une information particulière, par exemple la barre de recherche, si vous posez la question actuellement à n'importe qui pour savoir où mettre la barre de recherche, évidemment la barre de recherche va être en haut à droite. Ça veut dire lorsque vous avez un taux qui est très bas, mettez dans cet endroit-là une information qui n'est pas beaucoup utilisée, mais où l'utilisateur sait pertinemment qu'il va trouver l'information là-bas. Actuellement, si vous demandez aux gens où vont-ils trouver les réseaux sociaux, en général, on va les trouver dans le footer. Donc, lorsque vous avez des cadres dont le pourcentage est inférieur, mettez-y de l'information qui n'est pas beaucoup utilisée, mais où l'utilisateur sait pertinemment qu'en général, par standard, on va les trouver à cet endroit-là. Donc, n'oubliez pas de également vous inspirer de cette organisation. Alors ici, vous pouvez voir que le taux est basculé dans l'autre sens. Vous voyez que la barre de recherche, par exemple, est non pas à droite, mais à gauche. Vous voyez également que le menu principal est devenu à droite, etc. Alors, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, lorsque je développe un site web, il y a un certain nombre de recommandations. Donc, limitez la taille de la page à 2 écrans au maximum. D'accord, il ne faut pas, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de la page d'accueil. La page d'accueil en général, vous devez vous limiter à une seule page sans avoir à défiler et préférablement. Alors, lorsque vous allez vouloir tester, essayez de prendre une euh, configuration pour tester, bien sûr, comme vous le savez, on peut avoir plusieurs résolutions. Prenez une résolution qui est standard pour être sûr que la majorité des gens vont être capables de voir votre, euh, votre site. Alors, comme j'ai dit, la page d'accueil est très importante, d'accord? Parce que lorsque les gens quittent votre site, ils vont le quitter à cause de la page d'accueil. Les gens vont être attirés par votre application, votre site, parce qu'ils trouvent la page d'accueil intéressante. Donc, il faut toujours avoir une attention particulière par rapport à votre page principale. C'est ce qu'on peut appeler comme étant la signature du site. Alors, vous avez des exemples et des contre-exemples. Il y en a plusieurs. D'accord? Ici, vous voyez que l'on voit bien qu'il y a une organisation. Si vous avez le logo, vous avez un menu ici ainsi qu'un autre. Donc, en termes d'organisation, on peut voir sur celui-là que on sait très bien où les différentes rubriques sont présentes. D'accord? Par contre, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées, telles que la barre de recherche qui devrait se retrouver à cet endroit-là. Vous avez également par exemple, un menu que vous trouvez ici qui n'a rien du tout d'un menu. Donc, ça peut aider. Et on peut voir que, bon, il y a à peu près quelques couleurs, mais il aurait été intéressant de ne pas continuer à mettre trop de couleurs sur ce site-là. Alors, et on va finir avec les formulaires qui sont bien sûr la partie dynamique d'un site en général. Donc, c'est important de réussir vos formulaires parce que c'est une partie importante lorsque nous avons un contenu et une interaction dynamique avec l'utilisateur. Alors, la saisie et non pas la simple navigation, les informations sont souvent personnelles ou qui peuvent être également des informations de paiement. Et bien sûr, c'est toujours un facteur de stress, non pas pour nous, mais pour, comme j'ai dit, pour le commun des mortels. Vous avez plein une population cible qui peut être très diverse. Et donc, les gens ont peur de rentrer une information parce qu'ils savent que cette information-là va être récupérée et donnée à la machine, à l'ordinateur. Donc, il y a certain facteur de stress, une réticence des fois à rentrer de l'information.
Alors, quelques recommandations, bien sûr, on en a déjà vu auparavant. Les titres et les champs doivent être explicites. Les instructions doivent être claires. Alors, il ne faut pas oublier la tabulation dont j'ai parlé la dernière fois. Il faut prévenir au maximum les erreurs, ne pas laisser l'utilisateur faire des erreurs. On va le voir dans un chapitre prochain. Ici, je veux vous donner un exemple tout de suite. Lorsque je parle, par exemple, de la date. Alors, la date, on sait très bien que je peux laisser, dans un cas le plus banal possible, de manière très simple et stupide, laisser un champ qui est complètement libre et libre à l'utilisateur de la saisir. Ça, c'est le pire des cas. Il ne va pas savoir s'il va saisir le 3 mars ou bien le 3-3 avec l'année. Est-ce qu'il va saisir 3 slash ou bien le 3 tiré, etc. Ça, c'est le pire des cas, aucune information. La deuxième information, donc, c'est de lui donner un exemple à côté, bien sûr, mais grisé pour savoir qu'il s'agit juste d'une aide à l'utilisateur. Bien sûr, l'autre possibilité, c'est que lorsqu'il va saisir et je vais lui afficher un message d'erreur en lui montrant l'erreur qu'il a effectuée, en lui donnant un exemple. Mais la meilleure des cas, c'est de prévenir l'erreur. Actuellement, nous avons des composantes qui nous permettent de prévenir complètement l'erreur dès le départ. Donc, si je prends le cas de la date, je vais par exemple mettre un calendrier et je suis sûr que l'utilisateur ne va pas du tout saisir quelque chose qui est erroné dès le départ. Donc, ici finit donc la partie en ce qui concerne le web. Vous devez également l'appliquer pour le cas de vos applications web dont j'ai parlé tout à l'heure. N'oubliez pas de prendre note par rapport au chapitre précédent ainsi que le chapitre présent pour que nous puissions discuter de tout cela lors d'une prochaine, euh, lors de mercredi prochain, Inch'Allah, pour discuter si vous avez des questions, etc. Salam alaikum.